En panne de sens, le podcast Intello-Pratique qui a l'ambition d'expliquer une époque, la nôtre, où plus rien ne semble en avoir de sens. Nous sommes Yann, Sébastien et moi-même Luc. Salut. Salut, bonsoir à tous et à toutes. Quelle est la date du jour ? Nous sommes le 26 août 2025. Eh bien, nous allons parler d'un sujet un peu d'actualité, et un sujet pas super drôle, puisque c'est l'affaire Jean Portmanov, dont on parle partout. Donc rappelons rapidement l'histoire. Jean Portmanov, c'est le nom de scène, si on peut parler de scène. Le pseudonyme, on peut dire. Oui, d'un type qui s'appelait Raphaël Graven, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui est un homme qui était victime de maltraitance, humilié, battu, pour le plaisir de spectateurs qui suivaient une émission de streaming sur la plateforme Kik. Et il y avait jusqu'à 200 000 personnes, je crois qu'il y a 200 000 abonnés sur la chaîne. Il y avait, puisque la chaîne était fermée. Ces personnes n'ont pas fait que regarder, puisqu'elles ont commenté, encouragé, poussé à ce que ce type s'en prenne plein la tête. Parmi ces personnes, Mediapart, qui avait écrit un article là-dessus avant le drame, donc qui est la mort de Raphaël Graven suite à un arrêt cardiaque, pendant qu'il dormait. Un article de Mediapart avait signalé ça, et donc c'était assez en pointe sur le sujet. C'était en décembre 2024, et à l'époque, c'était un article qui avait été très très peu repris. Oui, ils sont allés un petit peu à la rencontre du public de ce type-là, et ce ne sont pas des malades mentaux ou des gens tordus, ce sont des monsieur tout le monde, essentiellement des messieurs, avec notamment des bons pères de famille, des gens... Là, tu parles du public, en fait. Oui, le public, oui, voilà. C'est ça. Moi, j'ai une petite question, je ne sais pas si tu as la réponse, mais à l'occasion, moi, ça m'intéresserait, je chercherai ça. C'est... donc, tu disais qu'il y avait des gens qui avaient activement en fait encouragé, etc. Oui. Est-ce qu'on a une idée du ratio par rapport au nombre total de viewers? Combien j'ai rien lu dessus. se contenter de regarder passivement et combien encourager en fait? Voilà. Non, il n'y a pas d'infos là-dessus. Il y a des éléments de personnes qui expliquent qu'après qu'ils aient eu des problèmes avec la justice une première fois, il y a des gens qui les accusaient d'être des mous et de ne pas lui en mettre suffisamment plein la tête parce que ils avaient peur de la justice et ce genre de choses. Donc c'est ce genre de trucs qui sont passés, quoi. Alors, on doit quand même admettre, sauf si Yann, toi tu l'as fait, mais je crois que non, on est tous les trois assez lâches, on parle du sujet sans avoir regardé les vidéos en question. J'ai pas du tout envie. Voilà, Comme de sales critiques de cinéma, en fait. C'est ça, on n'a pas voulu s'infliger ça, donc on va parler de ce qu'on a lu dessus. Ça aurait été mieux et plus carré de regarder, mais nous avons nos limites. Dans l'article de Mediapart, donc, du public, ils ont un intervenant qui leur a vraiment répondu, qui est un jeune d'une vingtaine d'années et quelques, et qui explique que les gens ne comprennent rien à cette histoire, à Jean Portmanov, à quel point c'était trop bien. Moi, ce qui me marque dans cette histoire-là, c'est que c'est l'Arcom, donc l'institution qui est censée réguler la vie, on va dire, numérique et non, audiovisuelle. pas tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'elle fait, elle va gérer notamment les questions de droit d'auteur. L'Adopi a été intégrée dans l'Arcom. Donc, si tu pirates, c'est l'Arcom qui tombe dessus. Elle va gérer des questions de fréquence, etc. Et effectivement, des fois, quand il y a des dérapages, elle va intervenir. Mais c'est pas exactement son boulot de faire ça. Ils avaient fait quelques trucs un peu mous suite à notamment l'article de Mediapart, en essayant de chercher les gens qui géraient la chaîne. Ils étaient à Nice, quand même. Mais suite à leurs problèmes avec la justice, ils avaient fait une sorte de siège social à Chypre. Et donc l'Arcom ça change de Dubaï pour voilà, c'est ça. L'Arcom a dit Chypre, on ne sait pas qui c'est, donc on s'était un peu arrêté là. Mais disons que l'Arcom a un côté très média au final, c'est une question de média. Et avant de parler de cette question de média qui est essentielle, mais qui est très importante et tout à fait pertinente, c'est pas le sujet. Mais moi, ce qui me marque, c'est à quel point dans les débats, l'aspect individuel et du drame individuel et du fait que le type s'en est pris plein la gueule et qu'on l'a laissé se faire traiter de la sorte, finalement, ne prend que très peu de place dans les débats et dans les discussions. Tu trouves qu'on parle pas on a attendu qu'il soit mort pour en parler, en fait. Alors, on a attendu qu'il soit mort, et même maintenant qu'il est mort, on va beaucoup parler du scandale du fait que c'était un spectacle, que des gens regardent, et que des gens aiment ça, mais finalement, assez peu de dire comment on a pu laisser ce type se faire maltraiter de la sorte, humilier, frapper, etc. Attends, tu veux dire que les médias ne s'intéressent pas aux causes et au contexte? je tombe des nues. Mais pas que les médias, je veux dire également, je me suis un peu pris le chou sur un site d'information
indépendants auxquels je suis abonné, avec des gens qui me disent « Mais pourquoi tu parles de ça ? C'est pas le sujet. » Et voilà. Et donc, le premier point qui me marque, c'est qu'il est présenté comme streamer. On dit « Ce type était un streamer. » Donc, ce n'est pas une victime, c'est un streamer. Et il y a cette idée ambiguë qu'il a choisi de le faire. Et il y a un certain nombre d'éléments qui permettent de dire que oui, il l'a choisi, puisqu'il y a eu des péripéties, ils ont vu la justice, etc. Il s'est exprimé et il a dit « Ok, moi, c'est mon boulot, j'adhère. » Et donc, quand on va dire que Raphaël Gravin était streamer, c'est déjà positionner le sujet sur le fait que l'objectif et le fond du problème, c'est le spectacle, et pas la relation et ce qu'il a pu dans ce qu'il a pu vivre en fait. Moi, j'ai un petit éclaircissement à te demander du coup, c'est parce que j'ai entendu, alors le problème c'est que j'ai pas, je pense que ça doit dépendre des sources, etc. Et l'info est pas toujours évidente à trouver parce qu'il y a beaucoup de conneries qui sont dites aussi. Est-ce que c'était lui qui était sous curatelle ou c'est un autre? Non, il y en a un autre. En fait, lui n'était pas sous curatelle, c'est un ancien militaire. Ouais, ça je sais. Ouais. Et il y a un fan qui sous curatelle, qui venait de Lille, donc il a traversé toute la France pour participer. Et lui-même s'est fait frapper, humilier, etc. Et de ce que j'ai lu, il a également participé comme gardien de la porte. Ouais. C'est-à-dire que Jean Portmeneuf, le personnage, tout consentant qu'il était, il fallait quelqu'un pour l'empêcher de sortir. Alors, je pose juste cette question parce qu'effectivement, ça interroge la valeur du consentement quand il dit qu'il l'a fait volontairement, etc. Oui, c'est ça. Alors, ce gars sous curatelle a été... ils l'ont gardé un petit peu, ils l'ont un peu frappé, et assez rapidement, ils l'ont dégagé, sans doute, parce que la personne qui devait gérer la curatelle leur a remis la main dessus, je suppose. En tout cas, ils se sont dit que c'était peut-être un peu trop d'emmerde à venir, mais ils en ont quand même un petit peu profité. Tu parlais tout à l'heure de consentement, il faudra qu'on en discute de ça, parce qu'effectivement, pour moi, il y a deux définitions de consentement. Tu as le principe de dire « je dis oui », et quelqu'un dit « ah, et il a dit oui, c'est bon, il consent ». Et puis, une notion un peu plus moderne du consentement, portée notamment par des milieux féministes, c'est de dire « non, le consentement, il faut qu'il y ait vraiment du libre arbitre ». Et à partir du moment où tu fais les choses parce que tu es manipulé, parce que tu peux pas faire autrement, parce que tu es en train d'évincer, tu es en train d'éventer, tout ce que je veux dire. Ah, alors je suis désolé, sabotage. Tu sais quoi, plutôt que de te piquer ta chronique pour qu'ensuite tu parles de cinéma à ma place, je vais te rendre la parole. Très bien. Donc Mediapart a publié un nouvel article aujourd'hui, je crois, ou hier, qui explique que les gens ne sont pas restés complètement les bras croisés, puisque ce spectacle a été signalé 80 fois sur Pharos, qui est la plateforme où on peut aller signaler tous les abus et les machins comme ça. Et de fait, il y a eu des visites de la gendarmerie. Dans le mois qui a précédé la mort de Gravin, les gendarmes sont passés 5 fois. Et à chaque fois, ils ont dit « mais qu'est-ce qu'on fout là ?» Donc ce qui laisse entendre que oui, il se passe des choses, mais en gros, il n'y a pas de dossier monté ou de réflexion, c'est juste qu'on transmet le dossier, les gendarmes, on leur dit « allez voir là-bas ». Ils voient un mec en sous-vêtements féminins avec des taches de peinture parce qu'il lui tirait dessus au paintball. Et ils se disent, ils font les cons. Et ils se barrent, quoi. Et ils viennent 5 fois en disant, vous nous faites perdre notre temps, on n'a rien à faire là. Donc, eux ne voient pas le problème. J'ai lu également un article écrit par Xavier Labbé, qui est un professeur de droit à Lille, et qui parle de l'affaire et qui parle justement de droit. Et sa conclusion, c'est que le droit existant justifiait tout à fait le fait d'intervenir et de retirer ce mec-là de cette situation. Et ce qui est assez intéressant, il disait qu'il y a quand même eu des évolutions dans le droit et qu'il y a 30 ans, il y avait une notion de respect des bonnes mœurs, etc. Et que le droit d'il y a 30 ans était mieux armé pour gérer ce genre de situation qu'il ne l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a cette idée que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut de son corps. L'idée, effectivement, semble aller de soi, mais justement ce cas est intéressant parce qu'il permet de peut-être modérer les choses ou en tout cas se rendre compte que ce principe a forcément des limites. Il y a une autopsie, et l'autopsie est extrêmement décevante puisqu'elle dit en fait il n'y a pas de lien entre les sévices qu'il a subis et sa mort. Puisque on ne voit pas de lésions ou de choses comme ça. L'émission a duré, je ne sais plus, 230 heures, quelque chose comme ça. Donc, près de 300, je crois. Plus de 300, ouais, donc le gars était sous pression, avec privation de sommeil, etc., pendant des jours entiers. Et ça, dans l'autopsie, c'est pas un sujet. Donc, après, je suppose que ils connaissent leur métier et qu'ils cherchent les causes de mort directes. Mais de ce que j'ai lu, il y a quand même de quoi éventuellement attaquer les deux tortionnaires pour, je sais pas si c'est meurtre, mais en tout cas d'avoir tué sans intention de le faire. Homicide sans intention. Peut-être. C'est triste, parce que c'est triste, c'est terrible, mais effectivement,
C'est difficile d'imaginer qu'il ait pu subir des noyades, des strangulations, des tirs de paintball dans la gueule, etc., sans que c'est de lien avec sa mort. Alors, en tout cas, on peut se dire que oui, ça use de se faire maltraiter pendant des jours entiers. Manquer de sommeil aussi. Manquer de sommeil, effectivement. Surtout que c'est prouvé, mais c'est sur la durée, là, c'est sur la durée d'une vie, etc., que ça favorise les problèmes cardiaques, justement. Tout à fait. Manque de sommeil. Un autre truc que je trouve symptomatique, c'est qu'on parle de l'affaire Jean Pormanov. Donc c'est bien le personnage qui est évoqué. Donc on est toujours dans cette relation au côté médiatique. Le vrai mec derrière, Raphaël, est effacé, même après être mort, derrière son personnage. Ça me fait penser, je fais une petite parenthèse, la presse française est très constante dans le fait de très mal nommer les faits de société et les faits divers qui sont souvent liés. Je pense par exemple à l'affaire des viols de Mazan, comme si c'est la ville qui avait été violée et pas Gisèle Pellicot. Et typiquement, ça c'est assez fréquent, vous ferez attention. La façon dont les médias présentent, donnent un nom aux affaires, souvent fait disparaître la victime. Oui. Après, c'est, je pense, pas une spécialité française. Hein. Moi, qui suis un peu ce qui se passe aux États-Unis, voilà, sur les questions de terrorisme, on l'a aussi en France. Voilà, quand c'est un mec d'extrême droite qui va buter des gens, on parle de tueurs fous, etc. Enfin, les termes sont très fréquents. Alors, ce que je trouve intéressant dans cette affaire et qui fait un lien avec notre dernière émission où on parlait des injonctions paradoxales, c'est qu'en fait, on nage en plein dedans dans cette affaire-là. C'est-à-dire qu'on a un individu dont tout le monde dit il était consentant, il gagnait de l'argent avec cette histoire-là, il a témoigné en disant que c'était son choix et que tout allait bien. Mais en même temps, il y a ce truc où le type hurle, des témoignages que j'ai lus de gens qui ont regardé, ils n'ont pas le sentiment que c'était du chiquet, il y a quelqu'un qui l'empêche de sortir quand il se fait maltraiter, etc. Et ça me rappelle un truc qu'il y a chez Václavic, dont j'avais parlé dans la dernière émission, où dans les exemples qu'il donne par rapport à cette question de logique et de paradoxe, il parle du jeu d'enfant consistant à dire l'inverse de ce qu'on veut dire. Et il dit, en fait, on ne peut pas sortir de ce jeu-là. Puisque si je veux arrêter de jouer, je dis j'arrête de jouer, mais comme je suis en train de jouer au moment où je le dis en réalité je veux continuer à jouer. Et si je dis je continue à jouer pour dire l'inverse, je suis en train de jouer, donc c'est bien la preuve que je suis en train de jouer, donc je ne peux pas sortir du jeu. Et pour moi, on est dans une situation de ce type-là, c'est-à-dire que peut-être que ce type-là était parfaitement conscient de ce qu'il faisait, peut-être qu'il avait une solidité mentale énorme et qu'il était en train de faire un choix... j'ai lu d'autres trucs où il disait à sa mère qu'il voulait arrêter parce que ça commençait vraiment à être trop dur, etc. Peut-être, mais en fait, on ne peut pas le savoir. Et c'est là où ça rejoint ce que tu disais sur le consentement et sur cette idée de voir un vrai consentement avec un consentement éclairé, voire enthousiaste dans certains cas, c'est-à-dire montrer que non seulement tu es d'accord avec ce qui est en train de se passer, mais même que tu désires que ça se passe. Voilà, mais toute la difficulté de cette notion-là, c'est que c'est un processus intime qui se passe dans la tête des personnes avec qui tu es en interaction. Et donc, tu ne peux jamais finalement être sûr de ça. Et quand tu es dans une situation aussi paradoxale, de quelqu'un qui souffre et tout en disant non mais c'est bon, moi je suis content d'être là, tu ne peux pas savoir si son consentement est réellement éclairé ou pas. Et les prédateurs, les sadiques, les exploiteurs profitent de cette ambiguïté de la même façon que très souvent ceux qui abusent des enfants disent oui mais le gamin était volontaire, il était consentant, etc., voire provoquant, etc. Et est-ce que dans ces cas-là le principe c'est qu'une société ne dise pas il est impossible, interdit de coucher avec des mineurs parce qu'on considère de base qu'un mineur ne peut pas consentir. Oui, alors pour moi c'est un peu ce truc compliqué qui est que après tu vas mettre une limite quelque part et ta limite est toujours arbitraire. C'est-à-dire que tu vas avoir des gens mineurs de 16-17 ans qui ont la maturité pour avoir des relations sexuelles. Tu as des personnes qui vont en avoir 20 et qui ne l'ont pas du tout. Cela dit, les limites, elles existent effectivement pour les VSS et les mineurs. Elles sont fixées par la loi et tu as aussi les limites de ce qu'on considère comme le consentement éclairé, même chez les personnes adultes. C'est ça. En fait, le truc, c'est que toute limite est forcément arbitraire, mais l'absence de limite ne fait que encourager, encore une fois, les abus de toutes sortes. Ça fait qu'encourager à chacun à s'en remettre à son propre arbitraire, ce qui est encore pire. Je donne un exemple. Si quelqu'un dit attends, moi je vais vendre mon rein pour gagner plein de fric, et la loi elle dit non, pour protéger les gens.
Oui. Mais en même temps, le mec, il pourrait très bien dire, mais attendez, c'est mon corps, etc. Mais la loi dit non. Oui. Et alors, sans aller sur des trucs aussi extrêmes, t'as cette difficulté. Il y a des gens qui ont des pratiques sadomasochistes qui correspondent peut-être à ce que ce gars pouvait subir. Ça peut être assez cadré. En général, t'as des safe words, t'as des trucs comme ça. Alors, oui et non. Je pense qu'il doit y avoir des gens tordus qui font des trucs où ça dérape très largement. Oui. Pour moi, ce qui m'a marqué, c'est que ça me faisait penser également à la question de la pornographie et de la prostitution. Alors attention, là, c'est toi qui empiètes sur ma chronique de tout à l'heure. D'accord. Attention à ce que tu vas dire. Voilà, donc sur cette question de la pornographie, il y a ce mélange. C'est un spectacle, c'est une représentation avec des gens qui ont un réel engagement physique. Et il y a cette ambiguïté qui est consubstantielle de l'activité. Et ça porte également cette transgression qu'on retrouve et cet intérêt de la transgression. Dans la prostitution, alors je pense à André Gortz, qui avait écrit ça dans les Métamorphoses du travail. Il a tout un chapitre sur la question de la prostitution, et où il dit que dans la prostitution, il y a toujours cette question de paradoxe, où les personnes vont acheter cet engagement physique parce qu'ils voudraient faire du sexe avec une femme à cuisse légère et une fille facile à cuisse légère, on va dire. Et donc ils se payent ça. Mais en se le payant, ils savent bien qu'en réalité, ils n'ont que le corps et ils n'ont pas la fille facile. Ils ont juste... Ils s'achètent leur fantasme ou la satisfaction de leur idée fantastique. Voilà. Mais ce qu'il dit, c'est qu'en faisant ça, comme ils savent que tout est faux, en réalité, ils vont nourrir une sorte de frustration et une sorte de mépris et de haine de la prostituée, puisque ne leur vend qu'une illusion de ce qu'ils voudraient. Et qu'au final, humilier une prostituée, la frapper, etc., c'est une manière de lui faire payer ça. Et c'est également une manière de forcer son engagement également au niveau de son âme et de son esprit. C'est-à-dire que si elle souffre, si on l'humilie, alors elle ne peut pas, se dégager et ne vendre que son corps. Il argumente pour dire pourquoi la prostitution ne peut pas être un métier comme un autre. Le juriste dont je parlais au début citait un cas justement où le Pôle emploi avait proposé à une femme de 53 ans un poste de stripteaseuse. Voilà, ça avait fait, il y a quelques années, un peu scandale. Parce qu'évidemment, si tu refuses tes postes, après tu te fais radier. Pour moi, l'anti-modèle de ce truc-là, c'est les matchs de boxe. C'est-à-dire que la boxe, c'est une activité dangereuse. Il y a régulièrement des gens qui meurent, enfin régulièrement, le moins possible, mais ça arrive. Mais déjà, on a un équilibre des forces. C'est-à-dire que les combattants sont censés quand même être en mesure chacun de se défendre et d'être à peu près de valeur égale. Donc c'est pas une personne qui est en train de se faire pourrir par deux autres et qui est en situation d'infériorité, de soumission. Il y a un arbitre, donc il y a cette tierce partie. Et quand je parlais de Václavic et du jeu de je dis l'inverse de ce que je pense, il disait s'il n'y a pas de tierce partie, on ne peut pas sortir d'une situation paradoxale. Et donc dans la boxe, justement, l'arbitre, il a ce truc-là, et l'arbitre peut très bien arrêter le match en disant le combattant est toujours debout, il ne veut pas lâcher le morceau, mais il s'en prend plein la tête, il n'y a aucune chance qu'il gagne, j'arrête le massacre. Et c'est pas parce que le combattant veut continuer à combattre qu'il a le droit de le faire. Précisons aussi qu'il y a quand même un toubib sur place. Ça fait une et il y a un différence. toubib, etc. Voilà. Et il y a également des équipes, les entraîneurs, qui peuvent jeter l'éponge et également prendre la décision pour le boxeur. Et le boxeur, bien sûr, peut arrêter. Et c'est entendu que dès qu'un des camps ou que l'arbitre dit on arrête, tout s'arrête instantanément. Xavier Lébé, donc le juriste, met bien en avant cette idée qu'on est dans une période où le consentement est une vertu cardinale, considérée comme quelque chose de vraiment essentiel. Et pour moi, effectivement, il y a cette idée là-dedans que l'individu existerait hors de son contexte, hors des relations d'emprise et de manipulation et ce genre de choses. On sait que les humains sont capables de s'autodétruire tout seuls, déjà. Donc cette question du consentement par-dessus tout, pour moi, est un gros piège à des grosses limites. Ça m'a fait penser à l'expérience de Stanford, donc, qui est une expérience qui était menée dans une université américaine qui a mal tourné, où un professeur a fait une expérience, il a pris ses étudiants, et il a mis une partie des étudiants étaient des prisonniers, les autres étaient des gardiens, et ils ont recréé une forme de prison dans des locaux de l'université. Et en moins de 2 jours, je crois, ça a commencé à déraper, et où en fait les prisonniers sont retrouvés réellement prisonniers, et les matons pensant que les autres jouaient le jeu et jouaient les prisonniers. D'ailleurs, il y a eu une émeute de prisonniers. Oui. Et les autres ont commencé à s'organiser pour anticiper les émeutes des prisonniers, pas les laisser sortir, etc. Ce qui est rigolo, c'est qu'à tout moment, ils avaient le droit de dire stop, je sors, j'arrête. Mais ils l'ont dit. Mais ils ont préféré faire une émeute. Non, mais c'est qu'ils l'ont dit aussi, que les autres on l'ont pas pris en compte. D'accord. C'est vraiment, en fait, ça s'est arrêté, comme le disait Václavic, avec une partie tierce. C'est-à-dire que la compagne du prof est arrivée en cours de route
Et c'est elle qui lui a dit, mais t'es en train de déconner complètement, ton truc est parti en vrac. En fait, le problème, c'est que ça fait Zimbardo, ce brave bonhomme, en fait, il était à la fois juge et parti. Et oui. Il jouait le rôle de directeur de la prison en disant, avec ma grande sagesse universitaire, je vais tout gérer. Et et ça a été d'ailleurs, il a d'ailleurs été accusé d'avoir faussé l'expérience en intervenant pour aggraver les choses. Mais ça lui a coûté sa carrière de toute façon, parce que ça a tellement dérapé qu'il s'est fait virer. Je crois qu'elle a été refaite il y a quelques années avec un vrai protocole plus solide, on va dire. Et alors, je vais, pour finir, vous mettre un petit peu d'Arendt, parce que sinon, les choses seraient pas complètes. Parce que il y a cette idée quand même, et vous allez en parler, je sais, plus en détail, Yann notamment, sur qu'est-ce qui motive les gens à faire ça. Mais pour moi, on voit dans cette expérience de Sandford, c'est que la dynamique de groupe va amener les gens, et là on parle d'étudiants, c'est pas des gens qui sont attirés par ça au départ, donc ils dérapent très vite. Là, on a des gens qui se montent le bourrichon sur Internet ensemble pour pourrir ce type. Mais en fait, cette notion d'emprise, en réalité, elle marche dans les deux sens. C'est-à-dire que quand on a des relations sociales avec de la famille, un environnement, tout ça, c'est une pression. Et si il y a également des comportements plus vertueux, plus civilisés, on va dire, c'est aussi parce que il y a ce regard des autres. Et c'est le lien social qui fait que on sombre pas dans des trucs avec des boucs émissaires, de la violence et ce genre de choses. Mmh. Et dans le totalitarisme, Arendt parle de l'homme totalitaire, et son premier critère, c'est de ne plus avoir de relations sociales. Ce qu'elle appelle relations sociales normales, ça ne veut pas dire grand-chose, mais que c'est quelqu'un qui va être coupé justement des institutions, de sa famille, de ce genre de choses, et qui est atomisé. C'est-à-dire qu'il existe en tant qu'individu et non pas en tant que membre d'une institution, d'une famille, d'un groupe d'amis, c'est surprenant structure parce sociale. Que très souvent on considère que le fascisme et le totalitarisme jouent sur le côté grégaire des gens. C'est grégaire, mais ça n'est pas structuré. Et c'est justement la grosse différence entre le fascisme et le totalitarisme, c'est que dans le fascisme c'est très structuré, alors que dans le totalitarisme ça joue justement sur le fait que c'est de la masse et non plus une société. Et donc si je peux finir avec une petite citation, pas tout à fait petite. Pour eux, la violence, la puissance, la cruauté étaient les qualités suprêmes de ces hommes qui avaient définitivement perdu leur place dans l'univers, qui étaient trop fiers pour appeler de leur vœu une théorie du pouvoir qui les réintégrerait dans le monde, en toute sécurité. Ils se satisfaisaient d'être les partisans aveugles de tout ce que la société respectable avait banni, sans considération de théorie ou de contenu. Et ils élevaient la cruauté au rang de vertu cardinale parce qu'elle contredisait l'hypocrisie humanitaire et libérale de la société. Et je pense que, même si ces trucs d'humiliation, c'est quelque chose de profond et de fréquent dans l'humanité, je pense que dans la période dans laquelle on vit, typiquement ce genre de spectacle et ce genre d'attrait, d'autant plus de succès, qu'on a des gens qui ont cette rupture avec la bonne société, qui ont envie de vivre pleinement, en quelque sorte, qui ont le sentiment de vivre une vie fausse, et en voyant quelqu'un se faire ravager, en l'humiliant, etc., ils ont le sentiment de vivre quelque chose de vrai, parce que c'est des émotions fortes, parce que c'est de la vraie souffrance, et qu'il y a quelque chose de réel qui leur donne cette illusion de vivre. C'est intéressant parce que j'aurais une vision pas forcément antinomique, mais en tout cas différente. C'est l'idée que aussi c'est le plein aboutissement d'une logique libérale. C'est Jean Portmanov, enfin je fais même l'erreur, Gravin, il touchait jusqu'à 6 000 € par mois pour se faire humilier et insulter. C'est quelqu'un tout simplement qui a adopté une vision une petite PME de l'humiliation dont il était la victime. Et quelque part, sa mort, c'est l'aboutissement d'un processus qu'on pourrait qualifier d'ultralibéral. Aussi. Je pense que c'est pas incompatible. C'est pour ça que j'ai dit que c'était pas forcément contradictoire, mais les deux lectures sont intéressantes mises côte à côte en plus. C'est-à-dire c'est à la fois des gens qui regardent ça, qui veulent vivre des choses, qui sortent du caractère très policé d'un monde libéral, voilà. Et en même temps, c'est une sorte d'aboutissement de ce monde libéral. Ouais, mais il y a ce côté où quand ça fait du fric, ça devient légitime. Et donc, du coup, l'avantage de l'argent, c'est que tu peux tout mesurer, et donc c'est un étalon universel. Et donc, que ce soit de la souffrance ou une botte de radis, tu peux la comparer puisque tu peux mettre un prix dessus. Ouais. C'est une bonne manière de finir. Très bien, je pense que j'ai fait assez long. On va se faire une pause et on se retrouve après.
En panne de sens de retour, donc j'ai longuement parlé de l'affaire Jean Pormanoff. Donc Yann, toi tu vas nous parler un peu de ce qui motive les gens à trouver du plaisir à en humilier d'autres. Oui, enfin, surtout les spectateurs, en fait. C'est-à-dire les gens les plus passifs ou ceux qui sont indirectement actifs en encourageant les personnes qui vont le tabasser. Donc c'est vraiment la position finalement de ceux qui vont rapporter de l'argent, tu parlais de 6 000 €, etc. Et qu'est-ce qui peut intéresser les gens juste à regarder ce genre de trucs, etc. Alors déjà, moi je vais mentionner le terme Schadenfreude. Bon. Je suis désolé, je suis pas très doué dans la langue de Nietzsche ou de Karl Marx. Schadenfreude. Freud, voilà, merci. Donc qui littéralement veut dire faire du mal au sens de blesser en fait, de faire du mal même physiquement, causer des dommages. Mais en fait c'est un très vieux concept. On a tendance effectivement à l'associer à Nietzsche, mais en fait on le retrouve déjà chez Aristote. Il y a le mot, et là je suis pas non plus, je parle pas couramment la langue de Diogène, désolé. Oui, en même temps, voilà, c'était il y a tellement longtemps, personne ne sait comment on l'a parlé à l'époque. Donc je vais faire de mon mieux. Epikaire kakia, qui se traduit littéralement par joie du mal, quelque chose comme ça, qui est très similaire. Donc voilà, c'est un concept qui est vraiment ancien, que lui-même a défini en gros comme l'émotion positive entre guillemets pour la personne qui la ressent, qu'elle ressent vis-à-vis du malheur des autres. En gros. Le fait que ça la réjouisse, etc. Donc ça a été mentionné par pas mal de gens. Spinoza l'a mentionné d'ailleurs de manière assez amusante, puisqu'il l'a fait en parallèle avec la notion de compassion, en disant qu'en fait, c'est inclus dans la compassion, et qu'en réalité, la compassion est bien souvent, en fait, c'est ambivalent, et qu'on plaint quelqu'un pour sa souffrance, mais d'un autre côté, on est bien content que ce soit quelqu'un d'autre, et que finalement ça nous plaît, etc. Donc c'est un truc qui est assez intéressant. Ouais. Est-ce qu'il y a cette idée, parce que voilà, il y a cet exemple bien connu des accidents sur le bord de la route. Oui, les gens qui ralentissent alors que les secours sont déjà là et qui servent à rien. Mais je suis le premier à regarder. Quelques fois où ça m'est arrivé, tu regardes. Oui, mais c'est pas forcément de la joie. Et c'est pas nécessairement de la joie. Mais pour moi, il y a quand même fascination. Une fascination, mais un petit plaisir de me dire c'est pas sur moi que c'est tombé. C'est ça. C'est pas que je suis content que ça soit tombé sur quelqu'un d'autre. C'est que et je me dis voilà, j'ai connu par le passé, j'ai porté secours à quelqu'un qui s'était fait renverser par un bus et qui était gravement blessé. Et une fois que je suis sorti de là, j'ai senti des bouffées d'adrénaline. Non pas d'adrénaline, mais d'euphorie. Ah. Et la façon dont je comprends ça, c'est que voilà, je me suis dit la mort est tombée et moi ça va. Toi tu te sens vivant. Voilà, du coup, donc beaucoup de regrets pour la personne qui s'est pris le bus. Donc c'est pas que j'ai pris du plaisir à ce qu'il y passe, mais j'ai eu de l'euphorie à me dire moi je vais très bien. Oui, ça c'est un truc qui en fait partie effectivement. Je serais peut-être amené à revenir dessus. Mais bon, il y a aussi en fait ce qui est important là-dedans, c'est qu'il y a une relégation vers la passivité en fait pour le spectateur. Ou une semi-passivité pour ceux qui payaient effectivement pour dire oui, faites-lui ci, faites-lui ça, mais c'est pour ça que je demandais quelle était la proportion, même si on la connaît pas. Je suis pas sûr qu'il soit majoritaire. La proportion des gens qui incitaient les tortionnaires de Graven à lui faire encore plus mal, etc. Il y avait ça, il y avait des commentaires aussi, c'est-à-dire qu'il l'insultait, il faisait plein de trucs comme ça. Mais alors je connais pas du tout, je pense qu'il devait y avoir aussi beaucoup de gens, je peux me tromper, c'est pour ça qu'on va prendre ça avec prudence, mais qui devaient être totalement passifs et juste regarder, s'éclater en regardant en fait. Mais bon. Et en fait, oui, il y a une espèce de délégation de la responsabilité de ce point de vue-là. C'est un truc qu'on retrouve dans pas mal d'autres phénomènes, mais qui permet de dire, bah oui, mais moi je regarde, voilà, et puis c'est tout, et j'y suis pour rien, mais ça m'éclate, quoi. Alors justement, pour en revenir justement à cette notion de se réjouir du malheur des autres, etc., en fait, c'est un truc qui est très très implanté. Bon, déjà, historiquement, on a vu que c'est un concept qui est vieux, mais qui est aussi très implanté socialement et qui est valorisé, en fait, même, et encouragé très très jeune. Moi je me souviens des dessins animés qui étaient déjà des vieux dessins animés quand j'étais gamin, des dessins animés des années 50-60, etc. Les trucs genre Tom et Jerry, Titi et Gros Minet, Bip Bip et le Coyote, etc. C'est à chaque fois des trucs où t'en as un qui va même parfois faire crever l'autre, on s'en fout, il est revit à l'épisode suivant. Ou voit son âme qui sort du corps. Ou lui faire mal, ou l'humilier, etc. Tout au long, et chaque épisode c'est comme ça. Alors oui, c'est présenté comme une espèce de revanche, ça aussi c'est un point sur lequel je reviendrai, du faible contre le fort, etc. N'empêche que et des gamins en fait t'apprends à te réjouir et à t'éclater, à trouver ça rigolo de ce qui arrive. Alors oui, c'est des dessins animés, mais c'est le même principe finalement. Et du coup tu grandis aussi là-dedans.
Et puis après, c'est entretenu par des émissions de télé, par d'autres médias, etc., etc. Ouais, la télé, je sais pas s'il y a des gens ici assez vieux, enfin vous, je sais que si, je suis désolé de vous traiter de vieux, mais pour se souvenir de l'émission qui s'appelait Vidéo Gag à l'époque des caméras... le titre permet de savoir ce que c'était. Ouais, à l'époque des Pas caméras tant que ça, vidéo c'est- avec VHS. C'est pas tant des gags, vraiment. Oui. Non, c'était des gens. En gros, alors l'argument, c'était que les gens se filmaient leurs photos de vacances, leurs machins, si ça. Et puis de temps en temps, il y avait des fails, et puis ils se faisaient mal, ou ils tombaient, ou ils faisaient tomber le gâteau d'anniversaire, ou des conneries comme ça. Alors parfois, c'était vraiment des trucs, effectivement, de faire tomber le gâteau d'anniversaire, ça va, quoi. Jeter le bébé contre le faire tomber par terre, c'est un peu plus gênant pour le bébé. Et c'était des trucs, et c'était souvent de pire en pire au fil des émissions, parce que justement, il y avait une espèce de surenchère là-dedans, et ça passait à la télé. Et il y avait des gros soupçons. D'ailleurs, je crois qu'il y avait un sketch des Inconnus qui s'était moqué de ça à l'époque, de gens qui faisaient exprès de faire en fait des fausses erreurs pour ensuite vendre ça, ou envoyer ça à la chaîne et faire parler d'eux. C'est fort probable, oui. Et bah ça avait son public, ça. Un public qui venait pour voir quelqu'un se casser la gueule en ski, je sais pas, tomber d'un plongeoir, est-ce que comme la le minute monde, de suite. je glisse, je tombe. C'est ça. Ouais. Sauf que là, la différence, c'est que c'était entre guillemets vrai. Oui, Voilà. encore une fois, Et avec tous les guillemets, parce que absolument. c'est le sketch des Inconnus qu'on recommande, hein, parce que c'est assez drôle à regarder aujourd'hui. Ça te donnera Je aussi. connais pas. Ouais. Ça donne à la fois l'idée de ce qu'était Vidéo Gag sans avoir forcément besoin de regarder à nouveau ça. Il y a des choses qu'on découvre très bien à travers des parodies. Ouais. Ouais. Et puis après, t'as un spectacle de l'humiliation qui est assez courant dans pas mal de trucs de télé-réalité, etc. Oui. Donc voilà, en fait, on est littéralement accompagné, on grandit là-dedans et on est accompagné par ça tout le temps et on n'y prête même pas attention, parce que on trouve ça normal, parce que c'est omniprésent. Et en fait, c'est quelque chose, je pense que on a tous plus ou moins une part de ça, plus ou moins implantée, en fait, qui se manifeste différemment. Moi, j'avais parlé d'exemples bêtes, parce que c'est mes propres biais, etc. Mais si je vois quelqu'un qui sort de sa 4L et qui tombe, je serais un peu triste pour lui, j'irai l'aider. Si je vois quelqu'un en costard avec le dernier iPhone qui sort de sa Tesla et qui tombe, je me marrerai. Parce que j'ai mes biais politiques, et voilà. Alors, Donc j'ai une ce fois dans côté-là le aussi. métro, j'ai vu une jeune femme qui se la pétait grave avec des semelles compensées, c'était à la mode à l'époque, et qui se la pétait vraiment grave, et elle a mis les pieds sur les bandes podotactiles, elle est tombée, et Aïe. à vrai dire, ça m'a fait rire. Elle s'est pas fait mal, mais... Ouais. Je te cancelle. Voilà, il y a quand même une différence pour moi dans cette affaire-là, c'est que c'est pas ni quelqu'un de plus puissant, ni un type random qui a pas de chance. C'est que sa soumission et son infériorité, parce qu'il se moquait notamment le type qui était en curatelle, il se moquait sur du fait qu'il soit handicapé, et que dans toutes les moqueries, le fait de se moquer d'une forme de handicap et de dire c'est un débile, il est complètement taré, etc., était un élément très important dans les moqueries. Absolument. Mais justement, il y a une des composantes qui est super importante justement de ça. C'est souvent une réaction face à ce qu'on considère comme un sentiment d'injustice ou au contraire de supériorité morale, en fait. Voire les deux. Parce qu'on peut considérer qu'on est supérieur moralement à quelqu'un qui nous fait subir une injustice, c'est pas incompatible. Ou de jalousie, d'envie. En gros, il y a l'idée que la personne mériterait ce qui lui arrive, quelque part. Ouais. Et du coup, on se reconstitue une sorte d'amour-propre en humiliant quelqu'un et en le rabaissant. Et l'exemple que j'ai donné avec la Tesla ou la 4L, tu vois, c'est malheureusement, parce que c'est pas un truc dont je suis super fier, mais quand je dis que vraiment on a tous un petit côté comme ça, effectivement, c'est quelque chose qui, dans le cas que j'ai cité, qui repose vraiment sur justement un sentiment d'injustice finalement dans la répartition des richesses, dans le fonctionnement des classes sociales, etc. Et c'est pour ça que ça me ferait marrer dans un cas et pas dans l'autre. Ça me ferait marrer que pour la Tesla et pas pour la 4L. Tu vois. Ouais. Les gens qui ont des 4L aujourd'hui, c'est plus des voitures de collection maintenant. C'est vrai. Bon, ça coûte pas très cher, mais Il n'y a pas un côté quand même très très passif dans la Schadenfreude 2, parce que par exemple, tu peux ressentir de la jalousie, de l'envie, et du coup ça se met en révolte. Mais alors que là, il y a quand même un côté juste j'assiste au malheur de l'autre et puis j'en tire juste une sombre satisfaction sans rien vouloir changer. Et puis volontairement, tu vas te connecter pour aller regarder. Absolument. C'est pas quelque chose, oui. c'est pas ton accident sur le bord de la route. Oui, non, mais en fait, il y a plein de mécanismes derrière ça. C'est pour ça, là, je parle du truc d'une manière générale. Après, effectivement, dans ce cas particulier, est-ce que effectivement, il y avait une sensation que la personne le méritait, etc. Et je pense que dans une partie du public, oui. Tout simplement à cause de ce qui a été dit sur le fait que oui, mais il gagne du fric avec, il a dit qu'il était d'accord, etc. Donc,
moi j'ai le droit de regarder parce que c'est son choix. Ok. Voilà. Mais dans ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il y avait ce truc de le rabaisser, de dire c'est un gros débile, etc. Et donc il méritait d'être frappé et humilié, etc. Pour, en quelque sorte, expier son... Mais dans le cas, effectivement, des trucs en réaction aussi à des sentiments d'injustice sociale, etc. Moi, j'ai 2 exemples qui me sont venus en tête, qui sont des exemples d'actu, mais de vieille actu. Le premier, c'est le boss de je sais plus quelle société pharmaceutique américaine qui a été abattu par un gars qui avait fait une sorte de manifeste pour dire que voilà, c'est pour l'accès aux soins, machin, etc. Et il a été applaudi par énormément de gens. Oui, à droite comme à gauche d'ailleurs. Ouais. Et même moi, bon, je l'ai pas applaudi, je me suis pas réjoui qu'il ait buté le gars. Je me suis dit oui, bah franchement, c'est peut-être pas le type dont je prendrais le plus la mort. Bon, je me souviens aussi que je sais pas si vous vous souvenez de Titan, là, le submersible, où il y avait des milliardaires qui étaient allés explorer les grandes profondeurs, etc. Non, ça me parle pas du tout. Il y avait, comme il était un peu merdique, Oui. il y avait la pression l'avait complètement écrasé et les gens avec. Et comme c'était un groupe, alors il y avait aussi un chercheur, un universitaire qui était là, et lui, je pense que c'était moins le cas. Et comme c'était quand même beaucoup un groupe de millionnaires qui faisaient leurs petites vacances comme ça, etc., il y a eu énormément sur les réseaux sociaux de réactions de gens qui disaient c'est bien fait pour leur gueule, on est bien content, etc. Voilà. Mais c'était vraiment bien content. J'ai lu un article qui disait que le patron de cette boîte, en gros, avait très volontairement ordonné à ses équipes de ne pas respecter les règles, de mentir, de tricher, de faire vraiment de la merde. Donc, il y a d'autres gens qui sont morts qui n'étaient pas nécessairement au courant de l'ampleur du n'importe quoi du truc, mais lui, il est effectivement éligible aux Darwin Awards. Ouais. Mais après, oui, c'est aussi, à côté de ça, il y a aussi un mécanisme de défense. Contre toutes les sensations d'échec, de rejet, d'humiliation, etc. qu'on peut avoir. Par exemple, le plaisir de voir quelqu'un échouer, là, on n'a pas réussi nous-mêmes. Parce qu'on aurait été vexé qu'une personne qu'on n'estime pas forcément plus compétente que nous réussisse là où on a échoué. Donc ça, c'est aussi un truc qui est très très fort, même si c'est moins le cas, je pense, dans l'affaire en question. Mais en gros, c'est quelque chose qui un peu nous distrait en fait de nos émotions négatives pour les projeter ailleurs et qui nous conforte en fait dans ce que nous on a, ce qu'on éprouve, etc. Donc il y a un côté comme ça. Et oui, il y a aussi effectivement, les deux peuvent se mélanger. Le côté injustice sociale et le côté justement se rassurer en cas d'échec, etc. Quand on voit une personne qu'on considère qui est notre rival, qui échoue. Alors là, pour beaucoup de gens, c'est le pire. Enfin bon, bref, je vais pas m'étendre sur toutes les causes, parce que c'est vraiment multicausal, il y a plein de trucs. Ça fait penser, si tu me permets d'interrompre, à une théorie qui court depuis de très nombreuses années, qui est la théorie de la frustration-agression, une théorie de psychologie sociale, qui, en gros, à partir d'observations, considère qu'il est vraiment observe qu'il est très très fréquent que des gens qui subissent des frustrations, des échecs dans leur vie, reportent ces frustrations en agressant ou en jouissant de la violence exercée sur des gens qui sont totalement innocents à ça. D'où le fait, par exemple, prendre un exemple caricatural, mais très juste, je pense, du mari qui a des problèmes au boulot, il rentre chez lui, il s'en prend à sa femme, à son chien, à ses enfants. C'est peut-être aussi une manière d'expulser ces pulsions noires, comme la Schadenfreude le fait d'une manière peut-être plus passive. Ouais. Plus passive ou parfois semi-active, donc effectivement dans le cas où on encourage, voire où on passe à côté d'une personne à qui il arrive un truc en rigolant, tu vois, en soi on fait rien de mal, on a le droit de rigoler. Mais le faire dans ce contexte-là, c'est clairement lui pousser un peu plus la tête sous l'eau, quoi, tu vois, c'est en rajouter à l'humiliation ou tout ça. Et pour moi, c'est un exemple réel, là, pour le coup, mais qui correspond aussi, je pense, dans une certaine mesure, aux gens qui encourageaient ou qui insultaient sur les réseaux sociaux. Du coup, ça devient un bouc émissaire, comme on en avait parlé dans une de nos émissions. Absolument. Mais tout est lié. Tout est lié, voilà. Donc avec ce côté sacrificiel, c'est-à-dire que... Mais même ce que je disais, effectivement, sur le côté de
où on ressent une certaine injustice, où on a l'impression que les gens ont plus que nous, etc. Je pense que même dans ce cas-là, ça a pu jouer aussi sur cette affaire-là, dans le sens où quelqu'un qui regardait ça en disant mais putain, mais il se fait 6000 balles par mois avec ça, ben c'est bien fait pour sa gueule. Oui, aussi, ouais. Alors, il n'est pas dit que l'information Il a bien était cherché. publique à l'époque. Oui, Ouais. mais bon, on sait que ça rapporte du fric. Quelque part, un streamer, c'est quelqu'un de visible, quelqu'un qui s'expose. Il y a de très nombreux streamers aujourd'hui qui jouent sur et qui profitent même de la détestation qu'on a d'eux. Au point qu'ils construisent eux-mêmes volontairement une image négative pour susciter chez leur et exciter chez leur spectatorat cette espèce de pulsion noire de vouloir de les voir en les détestant en fait. Oui. Alors oui, il y a d'ailleurs aussi une explication biologique en fait qui est derrière tout ça, que j'ignorais en fait en faisant des recherches un peu pour l'émission que j'ai découvert ça. En gros, il y a le striatum central, je sais absolument pas à quoi ça sert, c'est une zone du cerveau qui libère de la dopamine. Donc la dopamine, c'est une gratification, on est content de recevoir, etc., etc. Et en fait, la vision du malheur d'autrui, figurez-vous que ça active cette zone. Voilà. Donc quelque part, notre corps, il nous encourage à kiffer. Spécialisé pour être des enfoirés. Ah bah dans ce cas, on peut l'être sans... On peut l'être sans problème moral, hein, puisque en gros, on est conditionné et on est même programmé pour être des enfoirés. Ouais. Ouais. Moi, ça me déculpabilise beaucoup ce que tu es en train de dire. Ouais. Alors, c'est un truc qui est très très, et je vais sans doute m'arrêter là-dessus, parce que ça fait un petit moment que je parle, mais qui est aussi très très instrumentalisé politiquement pour exploiter en fait ça, pour influencer les idéologies de la population. C'est super efficace et c'est une émotion qui est facile à alimenter. En gros, constater publiquement l'échec d'un membre d'une communauté qu'on considère comme rival ou adverse, c'est quelqu'un qui marche bien, quoi. Ça s'est vu notamment pendant les élections américaines de 2020, où il y a eu des publications justement qui chiffraient, qui montraient voilà comment ils se sont plantés, voilà où ils se sont plantés, etc. Ça. Donc ça a été pas mal instrumentalisé. C'est vrai aussi sur tout ce qui est considéré comme rivalité intercommunautaire, en plus de l'intracommunautaire. Et en fait, il y a une chercheuse qui a publié des travaux sur le sujet. Bon, je vais pas tout reprendre ce que c'est. Je vais juste finir sur une phrase qu'elle a dite, et je vais m'arrêter là. Il peut parfois être plus motivant de nuire à un groupe externe que d'aider le groupe interne. Voilà. Je trouve que ça dit beaucoup de choses. Cette chercheuse, elle s'appelait Hannah Arendt ou... Non, pas du tout. Parce que ce serait bien de la citer si tu as son nom sous la main. Sinon, on la mettra en... Elle s'appelait Sakira Hudson. Elle travaille à Berkeley. D'accord. Voilà, moi je vais m'arrêter là, mais je pense que j'aurais beaucoup d'autres... Très bien. Je pense qu'on aurait tous pu parler pendant 3 jours du sujet. Mais moi j'ai encore besoin de parler. Mais voilà. J'ai pas encore en tout cas, on a appris qu'on était biologiquement des enfoirés. Donc, oui. voilà. Et culturellement aussi, puisque dès petit, on regarde Tom et Jerry. Très bien, bon, bah écouter de la musique, voilà, tout en se réjouissant des malheurs du monde. Ouais.
En panne de sens, de retour pour la troisième partie. Sébastien, tu vas faire un truc totalement incroyable et inédit. Tu vas nous parler d'un film, chose que tu n'avais... Bon, si, tu l'as déjà fait, mais pas le même film. Oui, mais ne donne pas comme ça d'indication aux gens qui nous découvriraient par cette émission-là. Peut-être qu'ils vont être surpris pour de vrai. Quand je vais leur parler de plaisir, enfin, de pleasure, en l'occurrence, c'est un film de 2021 qui est passé un peu sous les radars. Faut dire que c'est un film indépendant, un petit peu arty, qui n'a pas fait la une des journaux, et qui, je trouve, et je vais tâcher de le démontrer, a beaucoup à nous apprendre sur le thème de l'humiliation, du consentement, en lien avec notre thème du jour. Alors, quand on a parlé de ce qui est arrivé à Raphaël Gravin, j'ai pensé à plusieurs films ou séries dont j'aurais pu vous parler, notamment un épisode de la dernière saison de Black Mirror. L'épisode s'appelle Des gens ordinaires et, paraît-il, je ne l'ai pas vu, c'est un épisode qui préfigure, entre guillemets, ce qui est arrivé il a beaucoup été mentionné sur Internet. Ouais. Et c'est vrai que quand tu as dit que tu réfléchissais à des films sur ce sujet, moi ça m'a fait penser à Night Call, qui est un très bon film, mais qui est plus sur la mise en scène et la manière de se faire du fric justement avec le malheur des autres. Mais, c'est ça. En fait, il y a beaucoup de films qui parlent d'humiliation ou du plaisir qu'il y a à regarder des gens être humiliés, mais c'est souvent des films d'exploitation un peu crapoteux, ou alors des films qui sont collés pas trop avec l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire des films qui imaginent un monde totalitaire où le pouvoir, pour se maintenir en place, organise des jeux du cirque comme Rollerball ou des films de cet acabit, je pourrais en citer plein, mais pour moi ça collait pas vraiment. Et en fait, j'ai eu la même réflexion que toi, Luc, le même rapprochement avec le milieu de la prostitution et de la pornographie. Puisque ce qu'il y a de très particulier dans ce qu'on a vu avec la mort de Gravin, c'est que c'était une mort filmée, avec des spectateurs. Et tout un rapport justement à l'image où ces spectateurs-là, on leur propose un produit qui est basé sur la Schadenfreude, comme tu viens de nous l'expliquer, les conforte dans leur enfoiritude génétique, comme tu viens de nous le dire. Non, plus précisément, en fait, vraiment, c'est ce lien entre pornographie et ce qui est arrivé sur la chaîne Jean Pomano, c'est devenu assez évident pour moi. Et j'avais entendu parler de ce film-là et je l'ai regardé. Et je suis au regret de vous annoncer que ce n'est pas un très bon film. Et pour autant, c'est un film très très intéressant. Donc tu t'es fait du mal pour... Oui, je pousse la mise en abîme vraiment jusqu'au bout. Non, c'est pas un si mauvais film que ça. Je vais venir à ses limites, mais on va commencer par le pitcher un petit peu parce que je pense que tout le monde ne l'a pas vu. Ça raconte l'histoire d'une jeune Suédoise de 20 ans qui se fait appeler Bella Cherry, mais je suppose que ce n'est peut-être pas son vrai nom, qui arrive aux États-Unis. Et le film commence par la question traditionnelle de l'inspecteur de l'immigration qui lui dit « Est-ce qu'elle vient pour le travail ou pour le plaisir ?» Elle réfléchit 3 secondes et elle répond « Pleasure, bien sûr, pour le plaisir. » Et c'est une excellente réponse puisque on comprend vite qu'elle vient faire carrière dans l'industrie du porno, c'est-à-dire qu'elle vient en fait à la fois pour le travail et pour le plaisir. Et le film donc va adopter son point de vue et la suivre pas à pas en fait dans son initiation. C'est un récit d'apprentissage assez classique, c'est vieux comme du Balzac. C'est un personnage jeune et ingénu qui arrive, et plein d'ambition et d'illusions, qui arrive depuis sa province natale, en l'occurrence ici c'est la Suède, l'équivalent d'Angoulême à l'heure de la mondialisation. Et il arrive donc à la capitale du vice. À l'époque de Balzac c'était Paris, mais là ici c'est la Californie. Et ce personnage confronte ses rêves à la dure réalité, se fait marcher dessus parce qu'il ignore les règles du monde dans lequel il s'est plongé, et puis finit quelque part par en triompher, tel Rastignac, mais en y perdant quelque part son âme et son intégrité, en fait. Le film est intéressant déjà parce que on sent à quel point la réalisatrice s'est documentée. Elle avait auparavant réalisé un simple court-métrage, c'est son premier long-métrage,
qui se passait d'ailleurs dans le même milieu du porno et avec le même titre, Pleasure. Et pendant 5 ans, en tout cas, c'est ce qu'elle raconte dans les interviews, elle a passé beaucoup de temps dans la San Bernardino Valley, qui est un peu le Hollywood du X, pour y rencontrer et interroger des producteurs, des acteurs, des actrices. Et cette véracité se ressent vraiment dans son film, au point que certains acteurs du film sont des acteurs porno et jouent même, dans certains cas, leur propre rôle. Pour autant, les scènes de sexe sont simulées, c'est pas un film pornographie. D'ailleurs, c'est ce qui lui a permis en France de ne pas bénéficier, entre guillemets, du classement X. Le film a juste été interdit au moins de 16 ans. Ça veut dire qu'il y a des acteurs porno qui ont joué dans un film... Sans effectivement scènes de sexe non simulées, etc. Le film est très cru pourtant. Il filme frontalement des parties du corps qu'on ne peut pas citer, parce qu'on passe sur une radio peut-être où on est censuré. Non. Ouais, mais quand même. Tu peux citer les parties du corps. Ouais, on peut citer les parties du corps, mais on a peut-être des enfants qui nous écoutent. Il y a quelques mots qui sont strikés sur YouTube. Ah oui, YouTube est un mode de diffusion secondaire. Absolument. Donc on s'en fout. Si vous m'écoutez sur YouTube, vous avez tort, mais continuez quand même. Donc plus précisément, en fait, c'est vraiment un film qui adopte vraiment l'esthétique porno. Et ce en quoi il est intéressant, c'est qu'il adopte avec donc ce qu'on appellerait un female gaze. Female gaze, un petit peu, c'est l'inverse du male gaze. C'est un concept, je trouve, parfois un peu fumeux, le female gaze. C'est-à-dire l'idée... Je sais pas ce que c'est. Alors, en fait, le male gaze, c'est dans la théorie féministe et de la critique de cinéma, les deux d'ailleurs, c'est de dire... quand la mise en scène filme d'un point de vue masculin. Ouais. On te montre une actrice comme désirable et jouant elle-même à être l'objet du désir, et quelque part la mise en scène te dit, toi tu es un homme et tu regardes ça parce que tu trouves du plaisir. Ouais. Pour reprendre l'exemple du porno, l'exemple canonique c'est par exemple les scènes avec des lesbiennes, les scènes de cul avec des lesbiennes qui sont en fait filmées par des mecs pour des mecs. C'est ça. Et pas du tout pour des nanas. On pense par exemple effectivement au film de Keshish qui a eu Palme d'Or, qui est un très très mauvais film de mon point de vue, et où effectivement tu sens vraiment le côté hétéro-beauf qui filme des lesbiennes, et toutes les lesbiennes ont poussé des grands cris en disant mais c'est pas ça en fait. Et c'est vrai que le cinéma très très longtemps était dominé par des hommes, vu très souvent par des hommes, et fait quelque part pour le plaisir féminin, avec des personnages féminins, le plaisir masculin, avec des personnages féminins qui étaient vraiment de simples objets de désir et de fantasme. Et dans le monde du porno, c'est vraiment ça. Je veux dire, il existe des niches de porno qui se disent ou se veulent féministes, etc. Ovidie qui s'est fait un nom là-dessus en France, par exemple. Voilà. Je suis pas assez spécialiste pour vous dire si c'est bien ou pas et s'ils y arrivent. Mais je pense que ça reste quelque chose de niche. D'un point de vue mainstream, la pornographie aujourd'hui, c'est des corps de femmes mis à la disposition du désir d'hommes. Ou dans certains cas, je parle surtout du porno, entre guillemets, hétérosexuel. Et donc le film adopte vraiment ça. La lumière est extrêmement crue, directe. Les corps sont montrés de manière également frontale. Donc on pourrait vraiment avoir l'impression d'un documentaire pris sur le vif sur un tournage de film porno, qui adopte vraiment l'éclairage porno. Et en même temps, la réalisatrice, assez habilement, décentre toujours le regard pour qu'on observe des choses qu'on ne voit pas d'habitude dans un film porno, c'est-à-dire des petits détails comme des orteils un peu jaunis, comme ça, un plan sur les orteils qu'on n'est pas forcément habitué à voir, sur laquelle ça tarde. Oui, je parle de cinéma respectable, monsieur, pas de Tarantino. Les rougeurs sur le visage après un acte sexuel, la difficulté à se déshabiller ou à se déshabiller pendant un tournage, la gaucherie, et puis même parfois vraiment lors d'une scène qui était vraiment un petit peu dure, qui montre un viol en fait. Et c'est très difficile de filmer un viol sans que ce soit ambigu, sans jouer sur le male gaze, et c'est jouer sur le principe de, quelque part, malgré tout, créer, ou en le voulant ou pas, de la fascination, de l'excitation dans le regard du spectateur. Là, pour le coup, le film est plutôt habile parce qu'il se contente de montrer ce genre de détails très, très, très triviaux, et un visage d'homme déformé par la haine et la violence. Et effectivement, le film est vraiment fait tout pour ne pas t'émoustiller.
Et je trouve en même temps que c'est très compliqué de filmer le porno de manière émoustillante, puisque le porno, de mon point de vue en tout cas, il n'y a rien de plus froid, triste que ça. Le film en tout cas, justement, capte vraiment ça, cette vulgarité terne et triste du porno, et met d'autant plus en lumière la petitesse, entre guillemets, des rêves de cette gamine qui arrive dans ce milieu-là avec juste comme idée qu'elle va y faire son nid. Alors ce qui est intéressant dans tout ça, effectivement, c'est que dans ce film-là est montré le regard du spectateur, qui est vraiment du spectateur, non pas du film, mais du spectateur des films porno, du client, qui reste totalement invisible pendant tout le film, mais qui est omniprésent en fait. Et de la même façon que je pense que les streamers du trash streaming, comme la chaîne Jean Portmanov le faisait, ils sont sans arrêt en train, je pense, d'observer et d'imaginer le regard que les autres ont sur eux, et ils ne deviennent plus que des vecteurs de ça. Ils cherchent vraiment à... je fais des petits peu des... Il y a des analyses qui disent que c'était très mis en scène, et que en gros, dans la façon dont les deux compères qui maltraitaient leurs victimes, il y avait tout un truc pour toujours le rabaisser, pour toujours le mettre dans un rôle de soumission et de dénigrement, et de dire que c'était un débile, etc., et en jouant sur une montée progressive, et que leur violence était justement contrôlée, c'est-à-dire que c'était souvent sous des formes de défis, de choses comme ça, et donc c'était pas des gens qui se défoulaient contre leurs victimes, c'était pas un déchaînement de violence, c'était une sorte de truc calculé, avec un vrai souci de mise en scène et d'éléments progressifs pour attendre la montée de la violence de pire en pire, et genre de choses. On peut imaginer que, consciemment ou pas, de manière structurée ou instinctive, ils analysaient et ils lisaient les commentaires, et du coup, ils voyaient ce que voulait le public. Et je pense que c'était des bons professionnels et qui savaient ce qu'ils faisaient. Oui, c'est ce que je disais, c'est une petite PME de l'humiliation, en fait. Et dans l'univers du porno, le film intéressant là-dessus, c'est justement parce qu'il s'intéresse à ça, et au fait que, comme tu disais, la théorie du jeu, c'est-à-dire, ça c'est très très juste, tu es en train de jouer un personnage, et si tu joues un personnage qui ne doit pas jouer un personnage, quand tu dis stop, est-ce que tu dis stop vraiment ? Ou est-ce que tu dis stop parce que ton personnage que tu joues dans une scène d'humiliation est censé se défendre et se débattre ? Il y a une scène qui est très très dure, une scène centrale dans le film, la scène du basculement en fait, où la jeune actrice accepte, pour percer, se rend compte qu'en faisant des scènes un petit peu conventionnelles, elle ne se démarquera pas de la concurrence qui est innombrable et corvéable à merci, elle décide de se lancer dans un truc vraiment hardcore en fait. Et du coup, ça se mue en scène vraiment de pur viol, et c'est une scène qui est très difficile à soutenir. Et ce qui est très très intéressant dans cette scène, c'est la façon dont on montre, la façon dont le personnage de l'actrice va être manipulé de façon à ce qu'on lui arrache son consentement. Dès le début du film, on n'arrête pas de montrer le tournage avec, au départ, une sorte de rituel où on dit à la jeune fille « Donne-moi ton nom, ton identité, est-ce que tu es bien consciente que tu fais ça de ton plein gré, etc. » Et on la filme quelque part pour se dégager de la responsabilité légale en cas de problème, etc. Et puis, quelque part, pour pousser l'actrice à dire « Oui, je suis là de mon plein gré. » Parce que du coup, psychologiquement, de ce fait, il y a un engrenage qui se crée où l'actrice va accepter d'autant plus ce qui va lui arriver que elle l'a dit, elle a donné son consentement. Même si elle n'avait pas été informée de la totalité, ce qui l'attendait, etc. Exactement. Okay. Ou même, parce que tu peux tout à fait, sur le papier, parce que tu es ambitieuse ou parce que tu ne te rends pas compte, dire oui, j'accepte de faire ça, et puis ensuite, une fois que tu es dans l'acte, te dire mais non, c'est le principe du pied dans la porte qui est décrit dans le petit traité de manipulation à l'intention des honnêtes gens, qui t'explique c'est un classique. Qui est un classique, mais qui t'explique que quand on te fait consentir ou dire oui, je fais quelque chose, on arrive à te faire un premier truc, et qu'ensuite ça s'enchaîne, et qu'à partir du moment où tu as commencé, en fait tu peux rajouter des éléments derrière, donc même tu n'es même pas obligé d'arriver à un seuil où la personne, où on fait un truc contre son gré ou sans la prévenir, c'est que tu peux tout à fait valider toutes les étapes, mais comme tu es parti dedans, c'est tu ça plus à en joue sur sortir. la notion d'engagement en fait. Voilà.
Et là, le film montre ça en mode, en fait, c'est devenu une espèce dans un monde où le porno est une industrie presque légitime, en tout cas qui a pignon sur rue, quelque part, c'est un moyen de à la fois montrer on respecte la loi, et en même temps de pousser les actrices, qui sont en gros des victimes, le film le montre plutôt bien, à quelque part ne pas pouvoir se retourner contre les gens qui les exploitent et les humilient. Il y a une scène qui est très intéressante, où juste après ce viol, où d'ailleurs il y a une espèce de contraste qui est très très violent et très malaisant entre les scènes de... excusez-moi, il y a mon chat qui décide de se faire entendre à ce moment-là. On coupera, n'est-ce pas? Ou pas. Il est déjà coupé ton chat. Plus sérieusement, la scène est incroyablement brutale aussi parce qu'elle est sans arrêt entrecoupée de moments où elle est humiliée, brutalisée, et de moments où il la cajole, ils lui disent on arrête quand tu veux, etc. Et on sent bien que toute la pression psychologique, c'est elle arrête quand elle veut, mais il faut pas non plus qu'elle arrête trop souvent. Non, c'est de la manipulation pure et dure. Exactement, c'est de la pure manipulation, cette scène est atroce. Et donc, juste après, elle va voir son agent et elle l'engueule et elle prononce le mot viol. J'ai été violée. Et son agent l'arrête immédiatement parce qu'on sent qu'elle a dit le mot tabou, le mot qu'il ne faut surtout pas dire dans ce milieu-là. Et il dit balance pas ce mot comme ça à cause d'un mauvais tournage. Sous-entendu, elle a donné son accord, elle a ce qu'elle mérite, elle n'a pas à se plaindre. Et là, forcément, je pense à certaines réactions qu'il y a eu suite à la mort de Gravin, où clairement des gens disent mais quelque part, il a bien eu ce qu'il méritait, il l'a bien cherché en fait. Ce qui rejoint aussi un peu le truc dont je parlais tout à l'heure, c'est le côté oui, mais enfin bon, il se fait du fric avec ça, donc c'est bien fait pour sa gueule. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et là, si tu veux, le film te fait épouser le point de vue de cette actrice, mais je pense que beaucoup de gens, si on leur dit les actrices porno se font humilier, maltraiter, etc., ils disent après tout, elles sont d'accord, elles ont payé pour ça. C'est je pense, une réaction assez régulière. Toutes les discussions que j'ai eues sur la prostitution, c'est l'argument massu, c'est elles sont consentantes. C'est ça. Et encore une fois, quel que soit leur passé, quelle que soit leur situation de suggestion économique, etc., ou psychologique, etc., etc. Le film, pour le coup, il ne rentre pas trop dans ces détails-là. Son personnage n'a pas de passé, on ne sait pas trop pourquoi elle veut devenir, dans le monde du porno, une star. Tu sens que c'est plus par intérêt d'être au centre de l'attention, d'être une star. En fait, c'est plus une histoire de célébrité et d'image. Pour le coup, c'est aussi un film assez contemporain là-dessus. Elle pourrait aussi bien être influenceuse beauté que star du porno, en fait. Le film est assez moralisateur, quand même, il faut le reconnaître. C'est un peu une leçon. Moi, ça me dérange pas parce que j'aime bien que le cinéma me donne des leçons, mais ça peut gêner certaines personnes. En l'occurrence, à la fin, on va bien montrer que le personnage, à force d'avoir été humilié, va comprendre les règles, va finir par humilier d'autres personnes à son tour pour devenir la star qu'elles aspiraient à être. Même si elle s'en défend, la réalisatrice, tu sens qu'elle a un regard qui est très critique envers le porno. Moi, ça me dérange pas. Le film est quand même pas extrêmement fin, puisque à la fin, ça se termine où, en gros, elle décide métaphoriquement de quitter la limousine où elle est installée, maintenant qu'elle est arrivée au pinacle de sa petite gloire, et qui décide d'en sortir en disant j'ai besoin de sortir de là. Et effectivement, la métaphore du personnage qui, à la fin, la porte est ouverte, va décider de ne pas continuer dans cette voie de l'humiliation d'elle-même et des autres. Ce film-là, pourquoi je dis que c'est pas un film que je conseillerais ? En fait, il est un petit peu la victime de ses précautions, entre guillemets. C'est terrible à dire, en fait, mais comme il prend, comme c'est des scènes de sexe non simulées, simulées, comme c'est un tournage qui essaie vraiment de respecter les actrices, les acteurs, etc., quelque part, le film, il est très très juste, très très juste dans le sens très sain, mais quelque part, du coup, on ne sent pas la vraie violence. On sent malgré tout que c'est contrôlé, que même si l'actrice, elle se donne à fond dessus. Oui. Voilà. Et en même temps, je dis ça, et je me rends compte qu'elle soit maltraitée. Ouais, mais c'est ça. Je me rends compte à quel point, et c'est là toute la perversion des images, c'est que pour moi, ça montre quelque part qu'on peut pas faire de film sur un univers violent qui soit vrai sans être lui-même violent. Et ça me pose beaucoup de questions, moi, en tant que cinéphile, en fait. Ton film doit pas être vrai, puis si c'est une fiction. Hein tu sais qu'il y a beaucoup de tournages, justement, où on joue sur l'humiliation. Je pense à un film célèbre pour ça, comme Le Dernier Tango à Paris, où une actrice a été humiliée, et pour les besoins du tournage. Shining également, aussi. Le Magicien d'Oz.
Ça, j'ignorais. La comédienne avait 16 ans, c'est pas particulièrement humiliée, mais elle était dans détresse psychique terrible, et en gros, il la faisait picoler pour qu'elle tienne le coup. Voilà, je crois qu'ils ont filé des amphétamines, alcool, etc. Et à 16 ans, donc à 17 ans, elle était déjà pas mal grillée suite à cette expérience. Ah, mais je pense, pour avoir lu quelques articles et quelques livres même sur l'univers du cinéma hollywoodien des années 70 et avant, que c'était, en termes de maltraitance, notamment des actrices, c'était quelque chose. Le porno n'en est qu'une excroissance contemporaine. Mais enfin voilà, le film, il restitue avec précision la laideur, la tristesse, la vulgarité de cet univers. Il te met en empathie avec une victime, pour le coup il est clair là-dessus. Il est malgré tout effectivement peut-être un peu trop timoré, il va pas jusqu'au bout de la déchéance du personnage, et en même temps, moi en tant que spectateur, j'ai trouvé ça intéressant de me dire, est-ce que je suis déçu que le film aille pas plus loin, et qu'est-ce que ça dit de moi en tant que spectateur? Alors toi tu parles de sa sortie, effectivement, de la limousine à la fin, etc., mais si j'ai bien compris, et effectivement, je l'ai vu, mais il y a un certain temps. Tu en parles comme d'une victime, mais c'est une victime qui est tellement intégrée au truc qu'au bout d'un moment, elle devient elle-même coupable. Oui, c'est ça. C'est ça le truc totalement. Et pour moi, alors peut-être, et c'est peut-être quelque chose qu'elle a eu dans sa dans le fait de s'être documentée, d'avoir parlé avec ces gens-là, c'est aussi que tu peux être victime sans être nécessairement au 36e dessous et te résumer uniquement à ton statut de victime. Non, bien sûr. J'ai eu l'occasion de croiser quelquefois des prostituées dans quelques circonstances. Leur situation ne fait pas toute leur vie en quelque sorte. Non, bien sûr. Et tu ne peux pas résumer une personne uniquement à son traumatisme et aux difficultés de sa vie, etc. Et en faisant ça, finalement, tu vas aussi en quelque sorte la cantonner, l'instrumentaliser, en faire une pure victime. Ouais, ça essentialise complètement la personne. En fait. Non, bien sûr. Mais encore une fois, le film ne se réduit pas à ça. En fait, c'est étonnant parce que j'ai commencé en spoilant le fait que j'allais vous dire que le film n'est pas très intéressant. Effectivement, je vois ses limites. Le film reste bizarrement, étonnamment assez sage. D'ailleurs, il est allé à Sundance, qui est un petit peu la vitrine du cinéma indépendant américain, assez classe et chic. Il en est reparti avec le prix du jury et on sent un petit peu ça. C'est un travail assez appliqué. Et en même temps, le fait que je vous en parle là, je vois qu'il me travaille et je serais curieux de le voir dans quelques années et je serais peut-être intéressé si parmi nos auditeurs et nos auditrices, il y en a qui ont vu le film ou qui vont le voir. C'est vraiment un film où j'aurais envie d'en discuter plus avec des gens qui l'ont vu. Ouais. Je vous encourage à nous revenir vers nous, par exemple sur le site Je l'ai lu, où on a une petite communauté où on partage des articles. Inscrivez-vous et rejoignez-nous. Ouais, en panne de sens. Donc en gros, si on peut résumer l'apport de ce film-là, c'est de montrer que, encore une fois, le consentement, il n'est pas une évidence. Il faut toujours se poser la question du contexte économique, psychologique du consentement. Et ce film-là, les scènes les plus marquantes et celles qui me resteront, c'est celles effectivement où on voit clairement que le consentement, c'est un rituel. C'est juste parfois même une formalité qui permet tout simplement de passer outre le consentement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Merci à toi aussi. Merci à toi, merci à tous ceux qui nous écoutent, innombrables. On s'arrête là-dessus et on se retrouve pour une prochaine. À bientôt. Salut, à bientôt.